Il y a quelqu'un? Tu rentres comme ça. Salut. Tu vas bien? Content de te voir. Ouais, moi aussi. Dimanche dernier, Jaco van Dormael était à Cannes. Le tout Nouveau Testament, son dernier long métrage projeté à la quinzaine des réalisateurs, y recevait un accueil exceptionnel de la part du public. Quelques mois plus tôt, le tournage à peine achevé, il était l'invité de Fabrice Duhay. Jaco van Dormael, c'est Toto le héros, le 8e jour, des films qui font partie de notre imaginaire collectif. Malgré un double prix d'interprétation à Cannes pour le 8e jour, il faudra pourtant plus de 10 ans pour mettre en chantier Mr. Nobody. Depuis, il y a le succès de Kiss and Cry, spectacle coécrit avec Thomas Gunzig. Et aujourd'hui, toujours avec Thomas Gunzig, le tout Nouveau Testament au casting royal. Ça dure une demi-heure, il paraît. On va partir à un moment, hein? Bon ben voilà, c'est donc l'ultime jour, cette expérience cannoise. En fait c'était très émouvant, c'était un peu stressant avant, et c'est devenu très émouvant pendant et surtout après. Voilà, c'était un petit peu comme ce qui est de l'ordre du soulagement et du bonheur. Beaucoup de malheur, un peu de bonheur pour donner des faux espoirs. Ça lui avait pris du temps, mais mine de rien, c'était assez au point. Mon père était arrivé à un certain degré de virtuosité. Depuis, il passait ses journées à inventer les nouvelles lois de l'emmerdement universel. Faut bien la formuler. Loi 2127. La quantité de sommeil nécessaire est de 10 minutes de plus. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Loi 2126. On ne casse la vaisselle qu'après l'avoir lavée. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. Loi 2231. Un emmerdement n'arrive jamais seul. Oh, c'est grand, si petit et si costaud. Comment tu vas te faire lâcher? Bah bien. Il est où le mec? Fais pas chier. Ok. Jaco. Fabrice. Je suis bien content de te recevoir, vraiment, parce que tu es vraiment un réalisateur vraiment emblématique de notre cinéma, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer ici tout à l'heure. Mais avant d'aborder tous ces sujets, j'aimerais qu'on parle de ton nouveau film, 30 secondes, que tu viens de terminer. En fait, tu viens de terminer la semaine dernière. Vendredi, ouais, il y a 2 jours, oui. J'ai terminé il y a 2 jours. Je suis resté 2 jours en peignoir et puis voilà, je me suis habillé pour venir ici. Et voilà, c'est privé, messieurs. Ça s'appelle Le tout Nouveau Testament. Ouais. C'est écrit par Thomas Gunzig et toi. Oui. Au casting, il y a Benoît Poelvoort, Catherine Deneuve, François Damiens, Pili Grohn, donc, qui est la petite fille. Comment ça s'est passé, ce tournage, Jaco? Ben écoute, c'était super agréable. Je me rends compte que j'ai plus 40 ans aussi, hein, donc faire comme ça 12 semaines plus, c'est un peu comme les 20 km de Bruxelles que je faisais il y a 10 ans, mais que je ne fais plus de la même manière maintenant. C'était très gai à écrire. C'est la première fois que j'écris avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc avec Thomas, avant ça j'écrivais toujours tout seul. C'est pour ça que ça prenait 10 ans. Ça prenait plus de temps et puis là, il faut trouver quelqu'un avec qui c'est gai d'écrire et on a vraiment trouvé quelque chose qui est entre nous deux qui fonctionne bien, tu vois.
Moi, j'écris un peu à la Thomas et lui écrit un peu à la Jaco. Et finalement, ça donne quelque chose que moi, je ne saurais pas faire tout seul, qu'il ne saurait pas faire tout seul. De quoi ça parle? On est parti d'une idée simple. Dieu existe, il habite à Bruxelles, il habite à Molenbeek. Et c'est un mec qui est dans un appartement pourri, et c'est un mec qui est odieux avec sa femme et avec sa fille. Et l'histoire, c'est essentiellement celle de sa fille qui a 10 ans et qui, pour se venger de son père, balance sur Internet le secret le mieux gardé, qui est la date de décès de tout le monde. Ne mets pas de 4e assiette, ça ne me fera pas revenir. Si jamais. Pas à ma droite, je te l'ai déjà dit, ça m'agace. Arrête. Arrête! On dirait ton frère. C'est parce que tu sais pas le faire. Parce que j'en ai pas besoin. Il me reste 4 jours à vivre. J'embrasse qui veut. Vous voulez que je vous embrasse? Est-ce que ce film s'inscrit vraiment dans une continuité de tes précédents travaux? Qu'est-ce qui est différent? Je voulais faire quelque chose d'assez léger, tu vois. J'ai essayé de faire de nouveau un petit budget, essayer de faire ça avec une petite équipe, des moyens simples, et puis finalement ça redevient toujours beaucoup plus... En réaction à Nobody? En réaction à Mr. Nobody? Tu voulais quelque chose Pas en de réaction, léger? c'est parce que c'est ce que je crois que tous les cinéastes rêvent de ça, quoi. Faire du cinéma comme on joue du piano. Tu vois, faire du cinéma comme on a un groupe de rock dans un garage. Tu vois, pouvoir faire ça comme ça tous les jours sans devoir préfinancer, sans avoir 200 mètres de camion, toutes ces choses-là. Quoi. Ce qui était chouette, c'est que c'est une équipe d'amis, c'est des gens que je connais depuis longtemps. C'est Christophe Bocarne, que je connais depuis qu'il a 18 ans. Il y a Yolande Moreau, que je connais aussi depuis qu'elle a 20 ans. Ben, qui est un ami, mais avec qui j'avais jamais travaillé. Il y a ta famille de cinéma. Dans ta famille, tu as longtemps travaillé avec Walter Van den Eyde. Depuis Mr. Nobody, tu travailles avec Christophe Bocarne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Christophe, qui est vraiment un chef opérateur assez emblématique, qui travaille énormément et à travers le monde? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers étudiants à l'INSAS, donc je le connais depuis qu'il a 18 ans. On avait à un moment donné commencé à collaborer, à un moment donné on avait fait un clip ensemble, des choses comme ça. Ce que je fais dans un film, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire sans lui, et ce que lui fait sur ce film, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre non plus. Ouais, mais il y a la connivence, c'est comme un amour en fait. C'est un peu comme comme un quatuor à cordes. À un moment donné, on s'accorde, on essaie de trouver quelque chose pour que ça sonne bien ensemble. Et c'est la recherche du beau, quelque part. Et donc je ne sais pas ce que c'est, ce sentiment de beau, ce sentiment de beauté. Par contre, je le reconnais quand je le vois. Tu vois. Donc c'est la chose que je cherche sur un plateau. Et même chose pour lui. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Tu as connu le cinéma belge à une époque où il n'y avait rien, ou très très peu. Est-ce qu'on peut dire que Toto le héros a révolutionné en fait le cinéma belge? Je sais pas si je peux te le demander, mais... Il y a eu tout d'un coup plusieurs années où il y a eu des films qui ont un peu mis la lumière sur le fait qu'on faisait des films en Belgique. Mais le premier, c'est Toto. Non, le premier, c'est André Delvaux. Oui, bien sûr. Le premier, qui a dit c'est possible de faire des films et de tourner des films et de financer des films pour les tourner en Belgique, c'est André Delvaux. Et c'est lui qui a ouvert la voie quelque part, tu vois. Ouais. Et aussi celui qui a fait une école de cinéma et qui a... que j'ai fait, où j'ai rencontré d'autres gens et qui... Toto est arrivé à un moment donné où, oui, effectivement, tout d'un coup, il y a eu des prix, des choses comme ça, qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis, c'est arrivé près de chez vous, qui était là juste l'année d'après. Donc, coup sur coup, comme ça, il y a eu une génération de ce qu'on appelait de jeunes cinéastes qui avaient une trentaine d'années, qui montraient un cinéma qu'on pouvait faire ici sans devoir aller habiter à Paris, sans devoir aller faire du cinéma à l'étranger. Mais ce qui est spécifique avec toi, c'est que très très vite, dès tes courts-métrages, il y a vraiment un style et un ton qui est immédiatement reconnaissable. C'est un peu là où j'ai trouvé la forme de langage où je me disais, tiens, ça correspond à ce que je cherche. C'est-à-dire, c'est sur la perception. C'est pas sur le réalisme ou l'irréalisme, c'est pas sur
Tu vois, souvent on dit voilà, on peut faire les films comme les Frères Lumière, on peut faire les films comme Méliès, on peut parler d'un cinéma, enfin comme les Frères Dardenne qui disent ici, ça c'est la réalité, croyez-nous c'est la réalité, ou faire des films de science-fiction. On dit surtout le réalisme magique, ou Méliès qui dit ne me croyez pas, on est dans la fantasmagorie. Là, ce qui m'intéresse, c'est effectivement être sur la perception, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'est la réalité, et je ne sais pas ce que c'est la réalité. C'est quelque chose que je me construis à base de ce que je vois, ce que j'entends. Mon cerveau fait un petit théâtre et dit voilà, ça c'est la réalité, mais c'est pas la réalité. Parce que mon chien, il voit autre chose, un papillon, il sent autre chose, c'est tout aussi, autant la réalité. Donc c'est comment le cinéma peut traduire une perception, reproduire des mécanismes de pensée, toi. Mongol. Mongol. Moi, Mongol. Mon copain Harry. Il y a le premier film, forcément, qui est le premier cri d'amour. On ne sait pas pourquoi on le fait. C'est comme ça. Puis après, il y a le deuxième, qui est hyper casse-gueule, où tu fais un film très populaire, qui passionne les gens. Tout le monde s'y retrouve. Tu vas à Cannes, il y a une double interprétation masculine. Et puis tu mets beaucoup de temps à faire Mr. Nobody. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe après le 8e jour jusqu'à Nobody. Mais d'abord, le 8e jour, c'est effectivement un grand succès, mais personne ne pouvait le savoir à l'avance. Hein. Non, c'est sûr. Les gens disaient, qui va aller voir un film avec des handicapés? Quand on essayait de trouver des distributeurs, c'était loin d'être gagné. Hein. Et c'est un film que j'avais envie de faire parce que j'avais fait des courts-métrages avec des acteurs dits spéciaux, pas encore avec Pascal, mais avec Jacques, Jean, en fait, tous ceux qui ont un deuxième rôle dans le film. Là, je me dis, après Toto, je peux faire à peu près tout ce que je veux pour un film. Et si je ne fais pas maintenant ce film avec mes copains acteurs spéciaux, comme on dit, peut-être que je ne le ferai jamais. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Il faut faire le bon choix. Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Je tombais sur une phrase il n'y a pas tellement longtemps qui disait, c'est pas de moi, qui disait la religion et le cinéma ont une chose en commun, c'est de tenter de donner l'illusion que la vie pourrait avoir un sens. J'essayais de voir un film qui était vraiment sur le doute, quoi. Comment ça va depuis la dernière fois? Pourquoi? Je vous ai déjà vu. Bien sûr, nous nous voyons chaque semaine. Comment est-ce que tu as vécu en fait le retour sur le film? Est-ce que ce retour, qui a été un petit peu douloureux, pour plein de raisons, qu'on évoquera ou pas si tu le veux, est-ce que ça a conditionné ce tournage du Tout Nouveau Testament? Est-ce qu'il y avait une volonté à un moment donné de faire un film simple? Nobody, c'est mon plus grand échec, mais c'est aussi mon plus grand succès. Ça, j'ai entendu que tu disais, ouais. C'est-à-dire que je me dis, je peux pas faire mieux. Tu vois, je suis super content du film. Pour moi, peut-être un jour, je ferai différemment ou autre chose, mais ça, je me dis, tiens, j'ai vraiment été au bout, je pense, de ce type de type de déconstruction, de ce type de narration. Et en moi, ça résonne très fort, mais chaque fois que je fais un film, c'est chaque fois parce que j'espère que d'autres gens vont aimer aussi. Hein. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est de voir que tu peux faire des films très très chers et revenir à ce monde de clowns, tu vois. C'est peut-être Kiss and Cry qui était le plus en réaction juste après Nobody. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, est-ce que... et avec Michel Anne, on avait envie de faire un spectacle ensemble. Donc elle est chorégraphe, je suis cinéaste, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. Michel Anne Demey. Michel Anne Demey, oui. Qui est chorégraphe et qui est ta femme. Voilà, c'est ça. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose où le cinéma n'est pas au service de la danse et la danse n'est pas au service du cinéma? Et moi, j'avais envie de faire quelque chose qui était miniature, quoi. Très, très, très petit. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de faire un film de long métrage sur la table de la cuisine? Et avec elle, c'était au niveau de la danse, ne danser qu'avec l'extrémité du corps. C'est-à-dire que le mouvement meurt dans la main et est-ce que la main
peut danser ou être un personnage. Donc on allait sur la table de la cuisine et on disait tiens, avec une lampe de poche ici, du sable, un petit ventilateur, un sèche-cheveux, de la Watt, des Playmobil, un train électrique, une maison Playmobil. Cette forme de distanciation, comme on dit. On montre que c'est faux et on y croit d'autant plus qu'on montre que c'est faux, quoi. Et ça tombait juste à un moment donné qui est aussi techniquement le bon moment, parce que il y avait des petites caméras qui sortaient, comme la GoPro que tu as dans ton couloir, des petits outils comme ça qui sont hyper légers, pas chers et qui donnent des images incroyables et qui permettent sur un plateau d'utiliser très très peu de lumière et d'avoir un écran qui n'est pas... Enfin, que 10 heures avant, c'était baignure. Ça a été un grand succès, ça, hein, Christian Colaille. Oui, on l'a joué plus de 200 fois, là, et c'est et vous allez continuer, en non? 8 langues, ça continue, Ouais. ça continue toujours. Est-ce qu'à un moment donné, Jaco, après tout ça, tu t'es dit, je vais arrêter de faire des films? Non. Jamais? Ah non, je vais jamais arrêter de faire des films.